Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube en tant que podcast et on est aujourd'hui avec une minute foot, je te laisse te présenter. Salut tout le monde, salut Arthur, merci de m'inviter. Moi, je suis sur Instagram, TikTok et YouTube et en général, je parle des actualités foot et voilà. Eh bien parfait, et nous sommes également avec une deuxième personne, c'est Sport en Folie. Je te laisse également te présenter. Merci Arthur de m'avoir invité. Moi, je suis Sport en Folie, je fais des vidéos depuis moins longtemps que vous, mais j'essaie de faire comme je peux. Du coup, sur YouTube et Instagram principalement, je fais des vidéos un peu sur tous les sports, mais bon, ça fait à peu près un mois que j'ai commencé, donc voilà. Eh bien, parfait, on va directement du coup commencer avec le premier sujet qu'on va aborder. Ça va être Hugo Ekitike. Donc, c'est parti. Pour faire un rapide débrief du coup sur Hugo Ekitike, il appartenait au Paris Saint-Germain la saison d'avant. Il est parti pour 16,5 millions d'euros. Et en bas, vous avez toutes ses statistiques. Donc, il a joué 10 matchs. C'est un but, une passe décisive, 3 cartons jaunes. Un but pour 15 tirs. 443 minutes jouées et 3 titularisations avec Francfort. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Hugo Ekitike et son départ à Francfort? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'à Paris, il avait presque pas tant de jeu. Christophe Galtier, il le faisait presque pas jouer. Alors, je trouve que c'est une bonne chose qu'il aille se relancer dans un championnat comme la Bundesliga en Allemagne. Même s'il n'a pas énormément joué, 3 titularisations, on voit ça. Non, en vrai, je pense que c'est quand même une bonne chose. Après, à voir sur la saison prochaine, là, Francfort, ils l'ont acheté. Je pense que s'ils l'ont acheté, c'est dans l'objectif de le faire jouer un peu plus. Donc, à voir ce qu'il va faire la saison prochaine. Mais en tout cas, c'est clair qu'il ne pouvait pas rester à Paris dans une situation comme ça. Surtout avec le recrutement qui a été fait, avec l'arrivée d'Asensio, l'arrivée de Colomwani, l'arrivée de Dembélé, l'arrivée de Ramos. Paris, ils ont acheté beaucoup d'attaquants. Donc, je pense que le départ d'Ekitike vers l'Allemagne, c'est une bonne chose. Je pense que c'est un peu un talent gâché hein, pour l'instant, Hugo Ekitike. Hein. Mm. C'est vrai. Il était à Reims, le Paris Saint-Germain l'ont pris en prêt. Ils l'ont pris, ils l'ont pas fait jouer tant que ça. Ils l'ont acheté au final. Et puis derrière, ils l'ont laissé carrément dans la réserve. Ils l'ont même pas pris sur les matchs et tout. Donc pour moi, c'est un peu un talent gâché, mais qui à Francfort a pu se remettre en condition physique et qui peut montrer son réel talent. Donc en vrai, c'est une bonne chose que Francfort l'ait acheté. Ouais, en C'est une plus, bonne chose, mais en même temps, on peut parler un peu d'une perte pour Paris, parce que Paris l'avait acheté, je crois que c'était 36-40 millions. Donc Ouais, là, ouais. 16,5, ça fait quand même une grosse perte pour Paris. ouais. Reims, ils ont fait une opération là-dessus, mais pour Paris, c'est pas terrible. Mais de toute façon, on connaît Paris. Hein. Paris, tu sais, ils Ouais. achètent de gros joueurs, puis derrière, ils les revendent 100 millions d'euros, des fois moins. Hein. Ouais. Ouais. Neymar, notamment, avec plein de joueurs. Ah oui, ben, regarde Mbappé déjà. Mm. Faut savoir qu'en plus, le dernier but qu'il marque, c'est sur son dernier match avec Francfort, donc ça monte petit à petit en puissance. Ouais. Mm. Pour pas avoir avec la suite, là, il a fait 10 matchs, 3 titularisations, il n'a pas énormément joué. En soi, 3 titularisations, un but, une passe D, c'est pas non plus totalement nul. Après, à voir ce qu'il va faire l'année prochaine, s'il a plus de temps de jeu, il pourra vraiment montrer ses capacités. Ouais. Mais ce qui est bien surtout, c'est qu'il a marqué alors qu'il venait de prolonger. Ça, c'est bien pour le mental. Mm. C'est bien. On a sûrement fait le tour sur Ekitike. Je vous propose de passer sur Warren Zaïre-Emery qui prolonge au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2029. Sa valeur marchande a été estimée à 60 millions d'euros par Transfer Market. Cette saison, Warren Zaïre-Emery, toutes compétitions confondues, c'est 38 matchs, 2210 minutes jouées, 24 titularisations, 3 buts pour 13 tirs, 6 passes décisives et 5 cartons jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez de sa prolongation? 2029, c'est trop, c'est pas assez longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, moi, déjà, je trouve ça incroyable qu'il ait déjà ce niveau-là. Donc, en plus, prolonger à Paris à son âge, enfin, il a quoi? Il a 17, 18 ans. C'est Ouais. déjà incroyable les performances qu'il réalise. Il a déjà des stats pour un milieu de terrain, c'est quand même des bonnes stats. 3 buts, 6 passes D. Il est titularisé quasiment à chaque match. C'est un des joueurs les plus importants à Paris. Donc, oui, c'est vraiment super pour Paris et pour ce joueur qu'il est prolongé parce qu'il est épanoui là-bas et puis il arrive à montrer son potentiel et à jouer. Et la preuve en est qu'il a été convoqué par Deschamps et que maintenant il est peut-être pas titulaire, mais en tout cas il est prêt pour jouer pas mal de matchs avec l'équipe de France. Et il est rentré dans cette dynastie-là et en vue de l'Euro, c'est vraiment cool pour lui. Quelque chose à rajouter, Lenny? Oh, franchement, là, avec ce qu'il a dit Raphaël, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Juste, il a 18 ans. Ouais. Le mec,
il joue déjà en Champions League, il est déjà titulaire indiscutable à Paris en plus, donc qui est quand même Ouais. un grand club. Malgré ce qu'on dit, ça reste quand même un énorme club. C'est vrai. Et il nous sort quasiment des matchs parfaits à chaque fois. Donc, ouais, c'est bien qu'il ait prolongé là-bas. Il joue qu'en 2029, c'est bien aussi, parce que de toute façon, on sait que c'est un fan parisien. Donc, Oui, je vois pas où est-ce qu'il pourrait signer d'autres. sûrement Ouais, pas à ça Marseille. garantit un peu l'avenir pour Paris sur le long terme, parce que Paris ils Clairement, essaient de ouais. construire avec le départ de Mbappé qui est pas sûr, mais qui se profile quand même. Ils vont essayer de reconstruire une équipe et miser et trouver des jeunes talents comme ça qui vont jouer longtemps. C'est vraiment cool pour eux. Ouais, Puis ce qui est bien, c'est que ça met en valeur le centre de formation parisien en plus de ça. ouais, pour Ça une Oui. montre fois. qu'il y a des gros joueurs qui sortent du centre de formation. Ça faisait quand même assez longtemps qu'il n'y avait pas eu un gros joueur comme ça qui sortait. Les derniers, c'était quoi? C'était Rabiot, Matuidi, Ouais, Ouais, Nkunku. oui, Mais oui, ces joueurs-là, à chaque fois, ils partaient toujours jeunes parce c'est vrai. c'est qu'ils ça. n'avaient pas assez de temps de jeu à Paris. Et là, le fait que Zaire Emery il s'impose et qu'il prolonge avec Paris, ça montre vraiment que Paris ils ont passé une étape dans cette situation-là et qu'ils sont vraiment en amélioration. Ouais, clairement. Je pense qu'on a également fait le tour sur Zahir Emery, à moins que vous ayez des choses à Oui, rajouter. non, c'est Non, tout. non. Non. Alors, on passe sur le Bayer Leverkusen et sa saison, on peut dire parfaite, totalement parfaite. Le Bayer Oui. Leverkusen, c'est 81 points en Bundesliga, c'est champion d'Allemagne, 0 défaite cette saison, tout match confondu. En 47 matchs, c'est 8 nuls, 39 victoires. C'est très très solide. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que cette équipe, qui était une équipe de milieu de tableau quand même chaque saison, est devenue première de Bundesliga, 0 défaite, 47 matchs invaincus, ce qui est quand même énorme. Bah déjà, je pense qu'il y a l'arrivée de Xabi Alonso qui a beaucoup joué parce que c'est quand même un coach qui a vraiment un très beau style de jeu. Puis il a réussi à imposer son style de jeu et c'est vrai que c'est très performant avec les Leverkusen. On voit ça, enfin, quand on voit une équipe qui a 0 défaite, enfin, c'est vraiment incroyable, quoi. Et là, premier de Bundesliga, la Ligue Europa qui se profile, ils sont très bien placés. Ils ont gagné 2-0 à la Roma, qui est quand même un très bon club. Ils ont presque un pas et demi en finale. Donc, ouais, bah, le recrutement à l'été 2023 et puis surtout l'arrivée de Xabi Alonso qui a beaucoup joué. Et puis après, on voit qu'il y a quand même des joueurs qui sont motivés, qui mouillent le maillot pour le club. Et puis on a bien vu que quand même, lors de la célébration, on le voit même sur la photo, ici, il y a vraiment un sacré public qui soutient les joueurs. Et bah, on voit que c'est efficace et bah, on attend de voir quand est-ce qu'ils vont perdre parce qu'on a l'impression qu'ils sont invincibles. Mm. Ouais, franchement, le Bayer Leverkusen, je sais pas c'est quoi leur formule magique pour à chaque fois gagner, mais je pense aussi que c'est dû à une équipe qui est plutôt jeune et donc qui a cette envie de toujours vouloir bien faire parce que, en fait, là, clairement, il y a des joueurs, ils le savent, mais on peut rester au Bayer Leverkusen. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont là, ils se donnent à fond dans ce club-là pour ensuite pouvoir partir dans un autre grand club européen. Ouais, C'est vrai. Mais là, cette année, ce que Xabi Alonso a fait, je pense qu'il y a très peu de clubs qui sont capables de le faire. je C'est pense sûr. aussi. En plus, c'est beaucoup de En buts plus dans le de temps additionnel. Ouais, bah oui, ouais. ça montre aussi ça, c'est-à-dire qu'ils lâchent jamais l'affaire, ils sont Mm. toujours dans de gagner, ils poussent toujours, toujours, toujours. Quand il y a des matchs où ils perdent 2-0 et qu'ils remontent à 2-2 alors qu'il reste 3 minutes à jouer, c'est vraiment incroyable et ça montre vraiment qu'ils lâchent jamais. Et je crois que je n'ai pas la stat exactement, mais ça doit être 16 buts dans le temps additionnel, quelque chose comme ça, c'est énorme et ça montre vraiment qu'ils ont vraiment une super envie de gagner tous leurs matchs et de ne pas perdre. À voir s'ils perdent c'est dans 3 minutes. Là, ils jouent là, contre Ouais. Francfort. À voir s'ils ont leur Contre premier une match, hein. justement. En plus, Xavi est suspendu de par son nombre de cartons jaunes, donc Yes, ça yes, va ouais, je l'ai être vu compliqué. hier. À voir ce qu'ils vont faire. Ils vont jouer Mais d'ici bon, 4 minutes. À voir. après, il sera quand même dans les tribunes. Enfin, il aura les consignes, il pourra donner des Oui, consignes, hein. oui, oui. Parce que là, franchement, les matchs qui restent à Leverkusen, hormis l'Eintracht Francfort, qui va être quand même un match assez compliqué, même si ça peut le faire, c'est pas non plus Bayern ou Dortmund. Il reste la Roma à domicile, donc à domicile poussé par le public, ça devrait le faire. Il devrait aller en finale. Et sinon, après, il reste que des petites équipes. Il reste Bochum, Augsbourg en Bundesliga. Normalement, ça devrait le faire. Et puis en finale, ils vont jouer une équipe de deuxième division en finale de Coupe d'Allemagne, où ça devrait le faire ici aussi. Après, à voir justement s'ils vont jouer contre l'Atalanta ou l'OM en finale de la Ligue Europa, s'ils arriveront à garder leur série en cours ou pas. Mais on espère l'OM. On espère qu'ils vont affronter l'OM. Ouais, Avec le français. club français. Même si je sais pas s'ils vont gagner, mais bon.
Ouais, Ça paraît compliqué quand c'est fort même. On y l'Atalanta. reviendra plus tard. Ouais, on y reviendra plus tard. On passe sans plus tarder à Olivier Giroud et sa signature à Los Angeles. Olivier Giroud, qui sait, il appartient à l'AC Milan encore jusqu'en juin 2024. Il a déjà signé un contrat avec Los Angeles, normalement jusqu'en 2024-2025 en tant qu'agent libre. Olivier Giroud, c'est 31 matchs, 13 buts pour 73 tirs, 8 passes décisives, un seul carton rouge, 2489 minutes jouées et 29 titularisations. C'est un pilier de l'équipe milanaise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'Olivier Giroud et sa signature pour rejoindre Hugo Lloris? Bah, moi, je pense que c'est quand même une super chose pour lui, parce que à son âge, déjà, avoir des stats comme ça, c'est vraiment super. Enfin, je veux dire, il arrive quand même à mettre 13 buts, 8 passes décisives, donc il a été décisif plus de 20 fois en 30 matchs. À son âge, je sais pas quel âge exactement il a. Il a exactement 37 ans. Oui, il a 37 ans, donc quand même, à 37 ans, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui maintiennent ce niveau-là. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose de partir à Los Angeles, qu'il va vraiment s'épanouir là-bas. Enfin, Giroud, c'est quelqu'un qui privilégie sa famille, donc c'est vraiment une destination un peu touristique aussi. Puis aussi, il va retrouver son ami, son collègue en équipe de France avant, et puis du coup, il va retrouver son ami Hugo Lloris là-bas. Et donc, je pense qu'il peut vraiment performer. Et puis après, à l'Euro, normalement, oui, mais je crois que Didier Deschamps a dit que ce serait sa dernière compétition, à voir ce que va donner aussi son niveau de jeu avec la France à l'Euro. Moi, je pense que c'est un bon choix de carrière parce qu'Olivier Giroud, c'est un grand joueur, hein. Il a marqué le football mondial. Et je pense que c'est un bon choix de carrière de partir dans un club de MLS. Il y a beaucoup de vacances en plus là-bas. Et comme tu disais, Raphaël, il aime bien être proche de sa famille et tout. Donc, il sera tranquille. Et puis même, je pense qu'il a assez donné dans le foot. Ouais, Ouais, bah c'est sûr, il a un palmarès très complet quand même, Ouais, ouais. Giroud. Coupe du Monde, une Ligue Europa, une Ligue des Champions. C'est quand même un joueur qui a même, il a fait pas mal de ligues. Il est passé par la Ligue 1, ensuite la Première Ligue, où il a fait Arsenal et Chelsea, et puis ensuite maintenant la Série avec le Milan. Il a quand même vraiment marqué cette époque des années 2010. Et pour moi, c'est vraiment un très bon joueur. Et le fait de partir à Los Angeles, c'est un bon choix de carrière pour lui. Qui est, qui était très critiqué quand même il y a quelques fois. ouais. Oui. Et à chaque fois, il a su montrer qu'il était là, il marquait les buts qui étaient importants et tout. En équipe de France, il a été critiqué quelques fois, mais sauf que c'est lui qui marquait le plus de buts, hein. Mm. Oui. C'est À le chaque meilleur fois, c'est buteur. lui qui était là et qui marquait, hein. On le voit bien sur les stats. Pendant un temps, on a même cru qu'il ne reviendrait pas en équipe de France. Quand Benzema a fait son retour, il a pu été trop convoqué. Et puis, il a quand même réussi par ses stats et par son niveau de jeu à montrer qu'il avait encore le niveau. Didier Deschamps l'a repris. Et depuis, en équipe de France, c'est toujours ça. Il marque, il est bon. Et puis, il est titulaire, pour moi, presque indiscutable en équipe de France. Ouais, je suis relativement d'accord avec vous. C'est vrai qu'en plus, c'est pas forcément un joueur qui est super fort techniquement, mais face au but, il Ouais. a Oui. une seule possibilité pour lui, c'est marquer, et ça va très très souvent au fond. Il cherche toujours à jouer simple, il cherche pas à tirer la vedette sur lui. Il est vraiment efficace comme joueur. Ouais. D'autres Voilà. choses à rajouter sur Olivier Giroud? Non, non. Oh, rien à dire de plus. C'est un beau choix de carrière. Et puis à voir ce que ça va donner l'année prochaine. Et puis surtout à l'Euro avec l'équipe de France. Eh ben, on passe à la prochaine diapo. Et là, on va parler de résultats pour nos clubs français en Europe et également la performance de Clément Turpin qui était totalement exceptionnelle et reconnue dans tout le monde entier. On va commencer avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Est-ce que c'est un coaching gagnant, le coaching de Luis Enrique? Est-ce qu'il n'y a pas eu assez de changements? Est-ce que selon vous, il y a eu le nombre de changements qu'il fallait? Qu'est-ce que vous en pensez sur ça? Moi, je pense que Enrique, pour ce match-là, il n'a pas été vraiment au niveau. Après, je reconnais que depuis le début de la saison, il est assez bon au niveau de faire tourner l'effectif parce qu'il ose, parce que les autres coachs n'osaient pas mettre Mbappé sur le banc en Ligue 1. Là, il arrive à mettre Mbappé sur le banc, il le fait jouer, il préserve ses joueurs. On le voit aussi parce qu'il n'y a pas énormément de blessés. Dembélé, on sait que c'est un joueur qui se blesse assez facilement, qui n'a pas des chevilles très, très solides. Et là, la façon de faire tourner le jeu, de faire tourner l'effectif de Enrique, on voit qu'il n'y a pas de blessés. Même si, du coup, pour ce match, pour moi, les choix n'ont pas été les meilleurs, puisque sur le banc, il y a quand même Ramos, Asensio, des joueurs comme ça, enfin surtout Ramos.
qui a montré, il a été 5 fois décisif sur les 5 derniers matchs. Il a montré qu'en Ligue 1, il a montré qu'il était très fort et je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas rentrer dans un match de Ligue des Champions, un match très important. Surtout que là, Paris perdait au score, du coup, score final 1-0. Je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait rentrer. Et puis surtout, il a fait rentrer Kolo Muani, qui est quand même moins performant, même si ça lui arrive de faire des bons matchs. Il est quand même moins régulier que Ramos. Et puis même, je trouve que c'est un peu gâché de faire seulement 2 changements, alors que sur le banc, il y a quand même des bons joueurs. Il y a quand même Asensio, Ramos, Ugarte, qui aurait pu remplacer Fabien Ruiz. Il y a aussi Tanguy, la recrue. En fait, il y a eu des recrues, mais les recrues ne jouent pas beaucoup. Donc, sur ce match, je trouve que ça va pas été terrible et qu'il va falloir faire mieux et s'appliquer au match retour pour pouvoir se qualifier. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, Raphaël. Surtout que Luis Enrique, ouais, c'est un très bon coach. Mais tu fais pas sortir Bradley Barcola pour Randal Kolo Muani et tu le mets pas à gauche, Kolo Muani. Kolo Muani, c'est un attaquant. Tu viens pas le mettre à gauche et laisser Kylian Mbappé en pointe. À la rigueur, t'inverses, tu vois, pour les mettre vraiment dans leur poste. Bah oui. Surtout que Et Mbappé est un joueur rapide, donc il essaie de jouer sur sa vitesse pour inquiéter la c'est ça. défense. Donc le mettre sur à côté, ça aurait pu être vraiment un atout parce qu'il aurait pu prendre de vitesse comme Dembélé sur l'autre côté pour pouvoir amener plus de danger. Puis tu laisses pas Fabien Ruiz en plein milieu du terrain comme ça alors qu'il te fait n'importe. Enfin, je suis désolé, mais Fabien Ruiz, il a fait n'importe quoi durant ce match, hein. C'est C'était vrai. bon. En plus, quand tu as des milieux comme ça sur ton banc, je pense que tu peux faire des changements relativement rapidement. C'est pas un joueur qui performe cette saison du tout, qui n'a pas non plus performé les saisons d'avant pour moi. Donc je suis totalement d'accord avec vous. Et il y a Manuel Ugarte sur le banc qui peut Oui. largement le remplacer, je pense, hein. Ah oui, en début de saison, il était vraiment super bon. Tous les supporters louaient ses performances. Ouais. Très bon en début de saison, je ne comprends pas. J'ai peut-être dû louper un épisode, mais pourquoi Luis Enrique l'a mis sur le banc? Je le vois, il joue presque plus, alors que c'est quand même un super joueur et je ne comprends pas tout. Ah, mais clairement, même moi, la dernière fois, j'en parlais. Et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi il n'est pas titulaire indiscutable. Enfin, même pas titulaire indiscutable, peut-être pas quand même. Mais En c'est un manque de- joueur qui est physique. Donc, c'est un joueur, c'est dire qu'il va te chercher les ballons. C'est comme Vitinha. Vitinha, il va te chercher les ballons. Et Fabien Ruiz, il fait pas ça, lui. C'est Ouais. vrai. Et surtout que c'est Fabien Ruiz qui vient servir quand même Kylian Mbappé sur certains ballons, hein. Donc, imaginez-vous que c'est un joueur. Mbappé, c'est un gros joueur. Il lui faut des ballons qui sont précis quand même pour que derrière, il puisse faire un minimum le boulot. Bah oui. Parce Mm. que c'est compliqué de faire une grosse performance si derrière, les ballons ne viennent pas comme il faut, hein. C'est Bah vrai. oui, parce que Kylian Mbappé, il a quand même, honnêtement, il n'a pas été très bon face à Dortmund parce qu'il a pas réussi à créer beaucoup d'occasions. Enfin, déjà, moi, je pense que poste de numéro 9, c'est pas un bon poste pour lui. Ça n'exploite pas toutes ses Clairement. qualités d'attaquant. Mais de toute façon, tu l'as dit, quand on le met sur le côté, il vient chercher la vitesse, Mbappé. Quand tu le mets en numéro 9, il vient pas chercher la vitesse. Il n'y arrive pas. Ouais. Ouais. J'allais dire, c'est là où est-ce qu'on voit quand même les grands joueurs, où est-ce qu'ils savent s'adapter à certains postes. Kylian Mbappé, des fois, il n'arrive pas à s'adapter à certains postes et ça laisse douter quand même sur sa capacité, des fois, hein. Oui, bah oui, c'est le palier qui lui reste à franchir pour, Mm, pourquoi pas, faire partie des meilleurs. Enfin, il fait déjà partie des exactement. meilleurs pour Oui, franchir un niveau et puis c'est ça. vraiment capacité. Donc, du coup, moi, j'avais une question pour vous. Du coup, Lucas Hernandez, blessé sur un long terme. Pour vous, qui de Skriniar ou de Beraldo doit être titulaire pour le match retour? Soit, du coup, Skriniar avec quand même une bonne expérience, avec la belle épopée de l'Inter l'année dernière, ou alors Beraldo plutôt mitigé sur la jeunesse, mais du coup, Beraldo, ça lui arrive de faire quelques erreurs quand même. Donc, on a vu là que je crois que ça a été Beraldo. Oui, Beraldo est rentré, Skriniar n'a pas joué. Pour vous, qui doit être le titulaire? Beraldo 100%. Skriniar, sur ses derniers matchs, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. Je suis relativement Ok. d'accord. Et pourquoi pas aussi essayer Danilo, qui est plutôt bon en Aïe, termes de défenseur Ouais, central Pereira, ouais, aussi. ouais. Donc les deux à voir à essayer. ça peut être une solution à voir. J'ai même un peu peur que Luis Enrique il change toute sa tactique, il change le système de jeu, tout ça, pour pallier l'absence de Lucas. Par exemple, je sais pas, il fasse un 3-5-2 ou un 5-3-2 en jouant avec 5 défenseurs, à voir comment il va faire. S'il va déstabiliser un peu l'équipe en changeant de tactique ou pas, et on verra si c'est payant ou pas. Et on passe du coup avec l'Olympique de Marseille.
Pour vous, qu'est-ce qui a manqué à l'Olympique de Marseille sur ce match d'Europa League contre l'Atalanta? Ça a été plutôt une bonne équipe dans l'ensemble qui n'a pas su concrétiser ses occasions devant le but. Moi, je vais peut-être commencer, Raphaël, vu que Ouais, je sais que tu n'as pas vu le match. oui. Je pense en vrai, moi, ce qui a manqué à l'Olympique de Marseille, là, c'est vraiment de l'efficacité devant le but. C'est vraiment cette chose-là parce que ils ont eu des occasions, Marseille. Ils ont eu beaucoup d'occasions, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, il en a eu beaucoup, mais il n'a pas su les concrétiser. Donc je pense qu'avec un peu plus d'efficacité, franchement, ils auraient pu largement gagner. Puis aussi, il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont un but qui a été refusé par hors-jeu. C'est Donc vrai. je pense que moi, pour le match au retour, Marseille, ils ont pas, enfin, ils peuvent s'inquiéter quand même un petit peu parce que c'est l'Atalanta, c'est pas non plus un petit club. Mais s'ils jouent comme ils ont joué la dernière fois, avec un peu plus d'efficacité, ça peut passer. Je suis relativement d'accord. Franchement, c'est vrai qu'ils ont Franchement, les capacités pour le faire. Après, c'est à eux de le montrer en concrétisant plus d'actions devant le but. ouais. Puis ils ont un super défenseur Balerdi là qui fait Ah des ouais, trucs incroyables. Mm. Franchement, je sais pas comment il a fait pour se révéler lui aussi, en ce moment, oui. mais franchement Était assez super. critiqué quand même. Il a été assez critiqué. Et puis là, il a été dans le 11 type des quarts de finale aller, dans le 11 type des quarts de finale retour. Et Ouais. malgré le match nul là, il était dans le 11 type de la Ligue Europa, du coup, des demi-finales aller. Donc c'est vraiment un super joueur pour l'OM à voir ce qu'ils vont donner. Après, l'Atalanta, ils jouent demain, donc c'est-à-dire qu'ils auront beaucoup moins de temps Mm. pour se reposer, parce que la Ligue 1, ils ont décalé les matchs afin de favoriser les clubs français en Europe. Donc l'Atalanta va arriver plus fatigué que l'OM, à voir si l'OM va réussir à prendre l'avantage sur ça jeudi. C'est un peu plus court pour Marseille, hein. Ouais. Ouais. Après, Pour c'est vrai moi, que le match Paris a a été quand plus même plus complet. de chances de se qualifier que l'OM parce que Paris, déjà, ils jouent à domicile, ils vont être soutenus par leur public. Ils ont un but à remonter, certes, mais ils ont déjà montré qu'ils étaient capables de le faire. L'année du Covid, avec le Final Four juste avant, ils avaient réussi à renverser Dortmund, qui avait gagné 2-1 à l'aller, si je ne me trompe pas. Ils avaient gagné 2-0 au retour, c'était quand il y avait encore Neymar. Donc, ils peuvent le faire. Marseille peut le faire aussi, mais ça me paraît quand même plus compliqué parce que déjà, c'est à l'extérieur. Donc, à l'extérieur, ils auront moins de public pour leur soutenir. Et sur le papier, même si l'OM est un bon club, sur le papier, l'Atalanta est quand même meilleur. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais j'espère une qualification des deux clubs français, mais pour moi, ça va être compliqué pour l'OM. En plus, Atalanta qui fait une très bonne saison en Serie A. Ouais, sixième, je crois. Ouais, par là. Sixième, mais à 2 points de la cinquième. Donc, ça peut encore le faire parce qu'il reste quand même pas mal de matchs. En effet. On passe du coup sur le dernier point de nos Français en Europe et c'est Clément Turpin qui a été reconnu comme un arbitre incroyable par pratiquement tous les médias, les coachs. Je vous ai mis quelques exemples. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de la prestation de Clément Turpin? Je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais franchement, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai pas pu regarder le match, donc je vous laisse la parole. Mais en tout cas, ça fait quand même plaisir qu'il soit reconnu par les différents médias, parce qu'on sait qu'en Ligue 1, l'arbitrage est assez critiqué. Et Clément Turpin aussi très critiqué. Donc, ça fait quand même plaisir pour la France que Turpin soit salué pour ses performances en Europe. Ouais, c'est bien que Turpin il ait fait un bon match. Bon, après, je suis pas spécialiste en arbitrage, mais je pense que du fait que ben, ça soit une compétition européenne, forcément, on laisse plus jouer. Et du coup, c'est là où est-ce qu'on voit que ben, les arbitres, ils sont un petit peu meilleurs. En Ligue 1, on est trop à siffler toutes les 2 minutes, donc ça va pas du tout. Après, moi, j'ai une question parce que je sais que Arthur, toi, t'es arbitre, il me semble, non? Ouais, c'est ça exactement. Et toi, le match, comment tu l'as senti? Alors personnellement, le match, je trouvais qu'il a fait une super prestation. Il a géré son match de la première à la dernière minute. Franchement, après, je trouve que la Ligue 1, c'est moins fort en termes de niveau. On laisse moins Hmm. jouer. C'est vrai que les arbitres sont souvent critiqués en Ligue 1. C'est pas la même prestation. C'est pas le même match aussi qui l'attend. Il le prépare pas de la même Hmm. façon, je pense. Donc, en tout cas, Clément Turpin était très bon. Et ça fait plaisir pour lui qui est souvent critiqué par le football en globalité. C'est surtout que là c'est un match hyper important. Il y a quand même une vue, toute l'Europe regarde ce match. Quand ils jouent en Ligue 1, il y a entre guillemets que les Français, même si je pense qu'il y a quand même, il y a quand même moins de public qui suit les matchs que Clément Turpin arbitre. Alors que là, mardi, il y avait quand même presque toute l'Europe qui avait les yeux rivés sur ce match. Et que ça a pu montrer, ça a pu relever le niveau que les gens pensent de l'arbitrage français. Et donc, c'est vraiment une bonne chose. On a fait le tour, je pense, sur Clément Turpin. On va passer
au prochain sujet. Et là, on part du côté du cyclisme avec le Giro. Le Tour de Giro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Tour d'Italie. Voici le classement qui s'affiche juste devant vos yeux, à savoir que la course aujourd'hui est en cours, donc on ne connaît pas les résultats. Le Giro, il a été créé en 1909. C'est la seconde plus grande course de cyclisme derrière le Tour de France. Il a débuté avec la première épreuve qui faisait Palais Royal de Veneria jusqu'à Turin. Et c'est Narvaez qui s'est imposé et qui récupère donc le maillot rose à l'issue de cette course. Tadej Pogacar, qui était grand favori, se trouve à la 3e place à 0 secondes. Et le premier français, c'est Baudin, qui se trouve à la 4e place à 6 secondes d'écart avec le premier. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Raphaël? Bah, moi, je suis pas vraiment hyper calé en cyclisme, mais je pense que Pogacar, c'est vraiment le favori, avec l'absence de Vingegaard, qui, je crois, si je dis pas de bêtises, est toujours blessé. Pogacar, hier, il a fait une course très belle, et il est premier égalité, on peut le dire, Ouais. avec Narvaez. Narvaez, c'est pas non plus un énorme joueur. Il a fait une course, mais je pense pas qu'il va tenir toute la saison. Donc là, à voir, actuellement, la course, Pogacar est quand même bien placé. Donc je pense que c'est un favori, et je pense qu'il devrait pas tarder à reprendre le lead sur la course. Je pense aussi que ça devrait le faire pour Pogacar. En effet, Vingegaard est encore blessé. Il devrait participer quand même au Tour de France, même si rien n'est fait pour l'instant. Donc voilà. Et après, au niveau de nos Français, à voir comment on va préparer ce Tour de France, parce que là, Baudin a réussi à faire une bonne performance hier. À voir pour les autres. On sait que Alaphilippe est quand même assez bien placé à 10 secondes. Aurélien Paré-Printre est à 20 secondes. Romain Bardet à 57 secondes. Donc voilà, pour les Français, c'est pas totalement mort, mais à voir comment ils vont gérer la course. Si les équipementiers vont plus chercher à faire des victoires d'étape, ou s'ils vont essayer de placer 2-3 coureurs pour le général. Ouais. À voir comment ça va suivre. Et donc c'est vraiment une grosse étape dans la préparation du Tour de France. C'est vrai que c'est vraiment le Tour de France avant l'heure pour se préparer. C'est vraiment super. Bah oui. Et le prochain sujet concerne le foot à l'étranger. On va voir plus précisément l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, avec dans un premier temps les places de la 1e à la 5e, et dans un second temps on verra les places de la 15e à la 20e. Qu'est-ce que vous en pensez pour commencer de cette première ligue, de ce classement et de ce championnat en globalité? Bah, c'est fou. Pour moi, la première ligue, encore une fois, ça montre que c'est la meilleure ligue d'Europe. Parce que c'est quand même le seul championnat où tout n'est pas joué. On sait que le Real, ils ont gagné la Liga, l'Inter, ils ont gagné la Serie A, Leverkusen et Paris ont gagné la Bundes et la Ligue 1. En première ligue, rien n'est joué. Arsenal est premier avec un seul point d'avance sur City. Et un match mais d'avance. City a un match de retard à jouer contre Tottenham. Liverpool était très bien placé aussi, mais même si leurs dernières performances au mois d'avril n'ont pas été très bonnes, du coup, ça risque d'être très compliqué, si ce n'est pas déjà mort. Donc c'est vraiment incroyable. Hier, Arsenal a gagné 3-0, City a gagné 5-1, quadruplé d'Haaland. Rien n'est joué, et j'attends de voir, et je prends du plaisir à regarder les matchs, parce que c'est vraiment très impressionnant le niveau de jeu de ces deux équipes. Ouais, c'est une grosse ligue, hein. Franchement, c'est même pas la meilleure ligue d'Europe, c'est la meilleure ligue du monde en vrai de vrai, parce que c'est là où est-ce qu'il y a les plus gros joueurs, c'est là où est-ce qu'il y a les jeunes les plus talentueux. Et là, la course au titre, je pense que Liverpool, ils se sont un peu arrêtés, puisque ils ont quand même un petit peu de points de retard. Ils sont à 78 s'ils viennent à gagner contre Tottenham. Mais je pense qu'entre Manchester City et Arsenal, c'est la course qu'il y a maintenant depuis quelques années. C'est à savoir qui gagnera entre les deux. Et ces deux équipes qui sont parfaites. Comme on pourrait dire que même les dernières équipes, je pense, de Première Ligue pourraient avoir leur place en Ligue 1 très haut dans le classement, tellement qu'elles sont plus fortes. Oui, ça peut vraiment faire top 10. Petite information à l'instant, Liverpool vient de marquer, donc Liverpool mène 1-0 au bout de 20 minutes de jeu contre Tottenham. Donc même si ça risque quand même d'être très compliqué, ils vont un peu remonter dans le classement. Ils reviennent à 4 points de City, 5 points d'Arsenal, mais c'est quand même assez compliqué. Tottenham, ils n'y arrivent pas, hein. Ouais, vraiment. Ouais. Je sais pas quand c'est qu'ils vont remporter un trophée, mais ils ont fait un bon début de saison, et là, ils ont tout abandonné aussi, je sais pas pourquoi. Sur 3 défaites d'affilée, puis bon, c'est des grosses équipes quand même, mais bon, ils ont quand même pris des scores un peu. Ils ont pris 4-0 contre Newcastle. Ensuite, Oui. ils ont perdu 3-2 à domicile contre Arsenal. Ça, c'est un peu plus logique, même s'ils perdaient quand même 3-0 à la mi-temps, faut le souligner.
Et puis, ils ont perdu 2-0 jeudi contre Chelsea. Voilà, c'est quand même pas terrible, surtout que Chelsea n'était pas hyper bien placé jusqu'à là. Ils arrivent à remonter. Ils sont dans la course à l'Europe, à voir qui va se qualifier pour l'Europe. Autre chose qui montre que la Première Ligue est une grosse ligue, c'est que Aston Villa ou Newcastle, c'était des équipes qui n'étaient pas quand même au top niveau il y a 2-3 ans. Ils arrivent à se replacer, donc ça montre vraiment que tout le monde a sa chance. On voit ici que United et Chelsea sont quand même des gros clubs qui sont d'habitude un peu dans le top 5. Là, ils sont 7e, 8e. Tout le monde a sa chance et c'est ce qui en fait le plus beau championnat du monde. Ah, mais de toute façon, en vrai de vrai, hein, si City ne fait pas n'importe quoi, c'est eux qui sont censés remporter, puisque leur Oui. prochain match, c'est moins fort qu'eux sur le papier. Donc, De toute Ouais. si façon, tout se passe bien, c'est eux qui gagnent. Normalement. hormis Tottenham qui peut encore les bousculer, même si Tottenham c'est pas non plus incroyable en ce moment, il leur Ouais. reste Fulham et West Ham si je me trompe pas. Fulham et West Ham à domicile, donc normalement pas de piège pour City. À voir parce qu'ils jouent quand même à Tottenham à Wembley. Si Tottenham va réussir à accrocher City, mais sinon oui ils sont bien partis pour gagner. À savoir qu'en plus, West Ham, là, cet après-midi, ils se sont pris un 5-0 face à Chelsea. Hein. Ah oui oui ils ont pris un vrai score West Ham, donc Ouais. tout semble ouvert pour que City gagne. Surtout que, au vu de la rivalité entre Arsenal et Tottenham, bon, je pense qu'ils n'iraient pas non plus à laisser City gagner, mais bon, ils vont peut-être jouer un peu plus tranquille en se disant, bah tiens, si on perd, c'est pas grave, on empêche Arsenal d'avoir le titre, quoi. Donc à voir ce que ça va donner ce match. C'est mardi 14 mai, on va voir ce que ça donne. Donc du coup on passe sur le championnat espagnol, la Liga, avec ce classement qui est déjà fait, le Real Madrid champion. On sait que Girone jouera, quoi qu'il arrive, la Ligue des Champions la saison prochaine, car ils se sont imposés face à Barcelone hier 3-2. Qu'est-ce que vous en pensez de ce championnat? Bah, le Real domine. En soi, le Barça pourrait avoir à peu près le même niveau que le Real, mais Barça a payé cash son mauvais début de saison contre le Real. Le Barça, ils ont perdu énormément de points sur la première partie. J'ai vu l'autre fois que le Barça, sur la deuxième partie de saison, ils étaient premiers devant le Real. Depuis janvier, là, ils sont vraiment bien remontés. Même si là, la défaite contre Girone hier montre que tout n'est pas parfait. Ils payent leur début de saison et ça, on va voir s'ils vont réussir à finir deuxième quand même devant Girone. Ouais, la Liga, je regarde pas trop la Liga, mais quand tu vois les 5 clubs qui sont premiers là, c'est Gérone qui crée la surprise parce que ben, franchement, on les attendait pas à arriver en Champions League l'année prochaine. Donc, ouais, c'est un beau championnat, mais qui est encore gagné par le Real Madrid. Mm. Forcément, j'ai envie de dire. Parce Oui. que Barcelone ne pouvait pas rivaliser face Ah au oui, Real Madrid, c'était pas possible. non. Et pas surtout du tout. avec un début de saison aussi médiocre. À voir ce que ça va Ouais. donner l'année prochaine. Parce que le Barça, ils ont quand même des jeunes assez talentueux, hein, avec leur centre de formation, la Masia qui a réussi à produire vraiment de beaux Ouais. joueurs. À voir ce que ça va donner sur le long terme. Moi, je pense que le Barça peut revenir un peu, peut-être pas à son meilleur niveau des années 2009, 2010, tout ça, mais en tout cas à revenir au sommet de l'Europe et à réussir à gagner les Ligues des Champions. À voir ce que ça va donner l'année prochaine avec potentiellement l'arrivée de Mbappé au Real. Non, c'est pas potentiellement, c'est sûr. Hein. Oui, c'est presque sûr. Après, moi je dis, Quasiment tant que c'est pas signé, il n'y a rien qui est sûr. Mais bon, Ouais, mais bon, quand tu vois les sources qu'il annonce, c'est sûr et certain. oui. Mais après, Mbappé, il a déjà mis à l'envers plusieurs fois. Enfin, il y a déjà eu des incompréhensions au dernier moment alors qu'on pensait que tout était fait. Donc, bon, même si ça devrait se profiler, mais rien n'est sûr. Mais aussi, ceux qui auraient pu créer la surprise, c'est l'Atlético de Madrid. Ouais. Oui, Très bonne équipe, bonne très saison bonne quand même. équipe, mais qui a manqué de régularité et qui a pas pu Ouais. jouer avec le Real Madrid ou quoi. En Parce que sachant qu'ils ont gagné quand même contre le Real Madrid quelques fois. oui, ils ont gagné, ils ont réussi à les sortir, si je dis pas de bêtises, ils ont Ouais, réussi à c'était les en coupe. en coupe. Oui. L'Atlético, déjà Griezmann, cette saison, il est vraiment super fort. C'est vraiment Ah oui, un ah oui. Atlético. Oh là là. Moi, je pense qu'il aurait pu prétendre au Ballon d'Or, mais maintenant que l'Atlético a perdu dans pas mal de compétitions, Ouais. Ouais. ça risque d'être compliqué. Mais Griezmann, cette année, c'était vraiment super. Et C'était très fort. puis l'Atlético aurait pu créer la surprise, même en Ligue des Champions, où si Girone arrive à confirmer sa très bonne saison. Même si je pense que ça risque d'être compliqué, puisque Girone, ils vont avoir un peu les matchs tout enchaînés avec la Ligue des Champions qui vont jouer l'année prochaine.
Ouais, moi j'ai peur que ça fasse comme Lens cette année. Comme cette Ouais, année. je pense Qu'ils aussi. n'y arrivent pas à aller accrocher plus haut que le top 6. Ouais. C'est Ouais, possible. ça risque d'être le cas. Avec aussi, on peut voir Bologne, on va en parler. Ouais. Je fais une petite transition sur la Serie A. Vas-y, hein. Bologne, qui est très bien placée. Bologne qui devrait, c'est peut-être officiel que Bologne va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Il risque d'y avoir pas mal de petites équipes l'année prochaine, avec Brest aussi en Ligue 1, on y reviendra plus tard. Pas mal de petites équipes, il faut voir comment elles vont réussir à gérer l'enchaînement des matchs. C'est vrai. Ouais, Bologne ils sont entraînés par Thiago Motta, ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Ouais, il a fait un super boulot, franchement. Ouais. Et c'est un peu comme Xabi Alonso, c'est un peu les deux Ouais. coachs du football qui vont venir suivre et imposer leur style de jeu sur les années à venir. Ouais. En plus de ça, je crois que maintenant, là, parce que là, ils sont quatrième, la Oui. 5e place, elle est qualificative maintenant pour la Champions League. Ouais. Donc, Oui, ils maintenant, sont pour le moment en Champions League, c'est bien. avec les bonnes performances des clubs italiens en Coupe d'Europe. Ouais, Oui. c'est vrai. Après, à voir, il peut même peut-être passer devant la Juve, parce que la Juve, il joue aujourd'hui contre la Roma. La Roma, c'est quand même fort. Bon, là, ils sont 5e, mais c'est quand même une très bonne équipe. Donc, dans leur stade à Rome, la Juve peut perdre. À voir si Bologne réussira à repasser. Bologne qui a fait 0-0 ce week-end au Torino, à Turin. Que je regarde le calendrier des deux équipes à l'instant. Bologne va aller à Naples. Naples, même si Naples n'est pas dans une bonne période, qui n'est pas non plus au top de sa forme en ce moment, Naples, ça reste quand même une grosse équipe qui peut, surtout à domicile, gagner facilement. Et puis après, la Juve, ils vont jouer contre la Salernitana. Et puis voilà. Et surtout, 37e journée, Bologne va jouer contre la Juve. Donc ça va quand même être un match vraiment déterminant. Bologne qui va recevoir la Juve. Ce match va sûrement nous dire qu'il va finir 3e. Et ben on passe directement du coup sur les potentielles relégations avec l'Angleterre. On connaît déjà un certain nombre de relégués en Angleterre, dont Sheffield United. Burnley, est-ce qu'ils sont relégués? Je crois pas. Non, pas encore. Pas encore. Attends, quoique. Enfin, non, je l'ai pas vu, donc je pense pas, non. Non, Burnley n'est pas encore relégué. Uniquement Sheffield United pour le moment relégué. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui pourrait s'en sortir selon vous, même si ça a l'air quand même déjà plié un peu? En première ligue, il y en a combien qui descendent? Non, les 3 derniers Non, qui descendent. ouais, il y en a 3. Hein. Il y en a 3? Ouais, Il y en a donc trois. ouais, bah, Sheffield, c'est sûr. Everton et Brentford, pour moi, je crois qu'ils sont déjà maintenus, Ouais, si ils je sont me sauvés, trompe je pas, crois. ou presque. Ouais, mathématiquement, je pense que c'est fait pour eux. Ouais. Donc, il reste Nottingham Forest, Luton et Burnley. Moi, je pense que le classement devrait rester à peu près comme ça, hormis Burnley qui peut passer 18e. Mais Nottingham Forest, ils ont quand même 3 points d'avance. Ça devrait quand même être bon pour eux. À voir ce que ça va donner sur les derniers matchs. Avec une confrontation directe qui va être importante. Burnley va jouer contre Nottingham Forest lors de la dernière journée. On va voir ce que ça donne. Mais même si Nottingham Forest, il leur reste 2 matchs, mais il leur reste Chelsea à jouer et Burnley. Donc ça Ouais. risque d'être 2 Ça matchs risque d'être dur compliqués. pour Nottingham. À voir ce que ça va donner. Ouais, mais surtout que Everton, ils ont eu un retrait de 8 points, donc c'est pas réellement leur place. C'est Eux, vrai. ils se sont battus pour le maintien, alors que de base, ils n'avaient pas à faire ça. Et Nottingham, ils ont perdu 4 points, si je me trompe pas. Ouais. Oui, c'est Donc, possible. pareil, ils étaient peut-être déjà maintenus, mais ils doivent se battre. Sheffield United, c'est la pire attaque je crois, de l'histoire de la Première Ligue. Ah ouais, mais La, là... la pire défense, pardon, ils ont encaissé plus de 100 buts, je crois. Ah ouais, c'est une C'est énorme. catastrophe. Ah, c'est catastrophique. Et Burnley et Luton, c'est eux qui descendront, en vrai, je pense. Hein. Je pense. Ouais. Je les vois pas remonter. Ils ont pas Ils ont pas les armes. ils ont pas l'équipe pour. Ouais. Ouais, Je suis à voir d'accord. ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Au niveau du calendrier, Luton, il leur reste West Ham et Fulham à jouer. Bon, Ouais, ça risque d'être très c'est pas dur. des matchs trop compliqués, même si c'est quand même des équipes meilleures que eux sur le papier. Et du coup, Burnley, il leur reste aussi Tottenham à jouer, donc ça va être vraiment compliqué pour eux. Oui, ça devrait le faire pour Nottingham Forest. Et puis du coup, les descentes de Luton, Burnley et du coup Sheffield, même si Sheffield c'est déjà fini. Et maintenant, on passe en Espagne avec, je pense, la descente d'Almeria qui est déjà faite. Ah oui, ça c'est 14 points, je pense. C'est fini. Grenade, je sais pas. Je sais pas, je t'avoue. Quoique, parce que la Liga, il reste quand même pas mal de matchs, si je me trompe pas. Je vais vérifier, mais
Ouais, il leur reste La encore. Liga, il reste 4-5 matchs, donc non, c'est Ouais. pas totalement fini pour Almeria, même s'ils sont quand même dans une très mauvaise Enfin, ils sont quand position. même à 12 Mais points, Almeria. De Ah la... oui, ils sont à 20 clubs là-bas. ouais. Parce Et qu'il y a puis 3 descentes, c'est pareil, je crois. il y a 3 équipes qui descendent, donc ouais, c'est très compliqué, mais ça peut encore le faire. Même si je pense que le classement, Celta Vigo, ils devraient réussir à maintenir. Surtout que là, ils sont en train de faire 2-2 contre Villarreal. C'est quand même un bon résultat pour eux. Après, Donc je pense qu'ils devraient se maintenir assez facilement. Même s'il leur reste quand même l'Atlético Madrid ou Bilbao à jouer, ça devrait le faire. après Cadix, c'est un match de plus que Grenade, Almeria. Ah oui, oui, en plus. Ouais. Mm. Non, mais je pense que ça devrait rester comme ça normalement. Après, à voir, hein. Ouais. Dans le foot, rien n'est sûr, mais bon, ça me paraît compliqué même pour Cadiz de revenir sur le Celta Vigo, parce que là, bon, il va y avoir un point de plus pour le Celta Vigo normalement. Donc ça va faire, si je ne me trompe pas, 6 points de retard. Donc 6 points, c'est quand même 2 victoires. Mm. Sur des équipes qui ne gagnent pas beaucoup, c'est quand même compliqué. Et à l'instant, Celta Vigo qui marque, donc 3-2 pour le Celta Vigo, Ah non, c'est ça fini risque bientôt d'être pour plié. Cadix. Je pense que c'est plié en Espagne pour la relégation. Et en Italie, il y a la Salernitana qui est déjà reléguée. Oui, Sassuolo, Udinese, Empoli, Frosinone et Las Vérone pas encore, mais c'est vraiment serré entre les ah oui, oui, les c'est 4 très là. serré. Les 5 équipes peuvent se maintenir comme peuvent descendre. Là, on voit qu'il y a quand même 2 points entre la 19e et la 15e place. Mm. Donc oui, c'est Il vraiment... aurait limite fallu avoir le haut du classement. Mais bon, là, je vais vous tenir au courant des derniers résultats actuels. Là, Sassuolo et Udinese ont toujours 29 points. Ouais. Et après, si les autres ont marqué, ont pris un peu des points. Empoli 32, Frosinone 32, Cagliari 33. Et puis après, on a l'Hellas Vérone à 34 points. Mais ça s'est un peu plus élargi avec Udinese et les Sassuolo qui sont quand même dans des moins bonnes positions. Ouais. On le voit déjà là, mais les autres équipes ont réussi à faire nul, donc à prendre des points, même si Empoli ça est avance pas passé à très... 32, ouais, Frosinone aussi. Ouais. Donc, à voir ce que ça donne, mais ça me paraît pareil. En soi, il n'y a pas énormément d'écart, mais sur la dynamique, je pense que Udinese et Sassuolo, ils devraient descendre. On passe directement du coup avec la Ligue 1 et notre championnat français. Le Paris Saint-Germain qui est sûr d'être en Ligue des Champions. Monaco également. Brest, Paris, Lille et Nice joueront l'Europe, mais quelle coupe reste encore à déterminer. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette Ligue 1? En relégation, on a Clermont, Lorient, Metz et Le Havre qui se battent. Vous en pensez quoi? Paris champion, Ouais. ça fait même plus. Alors, Paris sont quand même largement au-dessus des autres équipes pour le moment, à voir l'année prochaine, mais pour le moment, ils sont largement au-dessus des autres équipes. Ce qui est bien dans la Ligue 1, c'est que globalement, hormis Strasbourg qui n'a vraiment plus rien à jouer, tout le monde peut potentiellement encore rêver encore quelque chose à jouer. Même Reims, Toulouse, Montpellier, ça a 40 points, mais ça peut encore revenir sur la 7e place qui peut être qualificative, 5 points, même si c'est quand même assez compliqué. Et puis en dessous, c'est quand même, ça va se battre pour la relégation ou pas, mais toutes les équipes sont concernées. Pour moi, Toulouse est le seul qui n'a plus rien à jouer. Aïe, aïe, aïe. Reims aussi. Non, pas Toulouse, pardon. Je Strasbourg. me suis trompée, désolé. Strasbourg qui n'a plus rien à jouer. Et Ouais, puis Reims et Toulouse aussi. Montpellier, ça risque d'être compliqué, mais Et ouais. c'est encore faisable. Mais Bah, en vrai, c'est mort pour Reims, Toulouse et Montpellier. Il leur reste quoi? Il reste 2 matchs là? Parce que Ouais, c'est 2 34 matchs. matchs. ouais, après, ça dépend. Nous, Reims, il nous reste 3 matchs. Donc, on peut revenir et avoir le match des autres équipes. Parce que, du coup, oui, on en a parlé tout à l'heure. Les matchs qui ont été décalés pour les clubs français, il reste Reims-Marseille à jouer, Nice-Paris, et puis Lyon-Lille ou Lille-Lyon, je sais pas. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, j'ai une question, c'est qui a repris la main à Reims là? Bah pour le moment, parce que moi je suis de Reims, donc je m'exprime là-dessus. Pour le moment, il n'y a personne il n'y a pas de nouvel entraîneur. Du coup, il y a Wilfried et son frère qui géraient le club. Ils sont partis, ils vont plus s'occuper des 3 derniers matchs qui restent. C'est l'entraîneur adjoint, il s'appelle Samba Diawara, qui va reprendre pour les 3 derniers matchs. Mais avoir le recrutement qui va être fait. Il y avait des rumeurs qui parlaient de Habib Bey au Stade de Reims. C'est l'entraîneur du Red Star, le Red Star qui remonte en Ligue 2. Mais Jean-Pierre Caillot, le président, il a tué ces rumeurs. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais normalement, il devrait y avoir un nouvel entraîneur cette saison.
Ah bah, pour de toute l'année. façon, il vous en faut un puisqu'il part donc Oui. Oui, quoi qu'il arrive, il en faudra c'est un. mieux. Ouais, ça marche mieux avec, hein. Ouais. Voir si c'est l'adjoint qui va devenir devenir l'entraîneur principal ou si un nouvel entraîneur va être recruté, mais je pense qu'il devrait y avoir un nouvel entraîneur à Reims. Quoique à Bordeaux, il n'y a pas besoin d'entraîneur, on arrive à gagner 4-0 sans, donc faut voir. Et but à l'instant d'Ekitike qui égalise contre le Bayer Leverkusen, un Ah bah partout du tiens, coup. on Du en coup, parlait. deuxième but pour Ekitike sur cette saison. Deuxième but, Il y a une et petite puis pulvérisation. Leverkusen qui ne perd toujours pas, hein, 1-1. Ouais, 1-1. Et est-ce que vous aimez le nouveau format de Ligue 1 à 18 clubs? Franchement, personnellement, je Hum, préférais à 20, il y avait plus de matchs. c'est bien, mais en même temps pas bien, parce que c'est bien parce que du coup, les équipes sont plus concernées par la course à l'Europe, même les petites équipes. On voit que cette année, il y a eu Montpellier, Toulouse, Reims, ils ont pendant un moment pu rêver un peu à l'Europe, même si ça reste compliqué. Mais ce qui est plus compliqué, c'est pour les clubs de Ligue 2 de remonter, parce qu'il y a moins de place, donc c'est Ça plus resserre le compliqué pour eux. niveau. On va du coup directement passer sur le prochain sujet qui est Roland Garros. C'est le retour de Rafael Nadal à la compétition, même s'il a déjà rejoué à Madrid. Il sera normalement présent à Roland Garros. S'ils se reblessent pas, parce que c'est compliqué pour Nadal en ce moment. En effet, s'il se reblesse pas. Parce qu'en ce moment, c'est quand même énormément de blessures pour Rafael Nadal. On a Djokovic qui est actuellement premier au classement ATP avec plus de 1000 points d'avance sur Sinner et Alcaraz. Medvedev qui les suit de assez loin avec 1000 points de retard sur Alcaraz qui est troisième. Et derrière, avec Zverev, un écart s'est creusé avec Medvedev avec plus de 2000 points d'écart. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement, Raphaël? Moi, je pense à voir si déjà Nadal va réussir à retrouver sa forme. Nadal a fait 2-3 bons matchs là au Masters 1000 de Madrid. Il a réussi à gagner. Oui, donc Nadal, il a réussi à passer 2 tours quand même. Donc déjà contre Dominor, qui était 10e mondial. Bon, là, le classement ATP a été remodifié un petit peu. Mais, euh, mais oui, Nadal a réussi à bien jouer. Il s'est finalement incliné contre le 30e mondial, Leeka, en 2-7, même si Nadal a quand même montré qu'il avait encore les capacités. À voir ce que ça va donner pour Roland Garros, qui devrait quand même être un des derniers un des derniers tournois de sa carrière. En effet, Parce que ouais. Nadal est très vieux quand même. Nadal, il a 37 ans, il est quand même en fin de carrière. Même ses muscles, on voit qu'ils ne suivent plus trop. Ouais. Il se blesse souvent, donc à voir ce que ça va donner, même si je pense qu'il va tout donner pour Roland Garros, à voir s'il va faire les JO à Paris cet été. Mais je pense que Nadal, dans 2 ans, même pas, dans 1 an maximum, il devrait prendre sa retraite parce que ça a quand même été un super joueur. On a vu la rivalité Djokovic, Nadal, Federer pendant un long moment. Ouais. Oui, donc pour Roland Garros, pour moi, Djokovic est favori. Après, il faut Ouais. voir, il y a quand même des outsiders qui peuvent prendre le lead, comme Sinner, Alcaraz, ou même Medvedev et Zverev, ou même Nadal, parce que je pense que Nadal, il va tout donner pour Roland Garros. Ça reste à voir, mais Djokovic est favori, là, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est quand même son tournoi de prédilection. Roland Garros, ça commence le 20 mai, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Il a quand même 7 victoires sur ce tournoi, 2005, 2008, 2010, 2014, 2017, 2022 et 2020. Il a eu de nombreuses blessures, dont celle avec sa micro-déchirure au mollet qui lui a interdit de participer du coup à l'Open d'Australie en début de saison, au même endroit que l'année dernière où il s'était fait opérer du psaos. Donc c'est vrai, il espère... Pardon? Je crois que c'est le PSOAS, Ouais, le si je me psoas, trompe. en effet. Oui. Il espère jouer avec Alcaraz en double au JO. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il sera pas blessé? Est-ce qu'il sera blessé? À voir. À voir, mais moi je pense que ça peut être une bonne idée pour les deux, le maître et l'élève, quoi. Alcaraz, son idole, c'est Nadal. Donc Nadal, il s'est fait dépasser par son élève, par Alcaraz, mais ça peut quand même donner une belle doublette pour les JO à Paris. À voir si Nadal sera encore en forme et en capacité de jouer. Ouais, c'est vrai que Nadal n'est plus dans ce classement ATP. Il peut toujours participer de par des wildcards ou encore, comme c'est une blessure à long terme, il garde son ancien classement pour les compétitions. Du coup, il peut encore participer au grand tournoi. Et on Ok, passe. bah à voir ce que ça va donner, s'il se reblesse ou pas, parce que je pense que s'il se reblesse, là c'est définitivement fini, il reviendra plus. Je pense aussi.
On passe du coup sur le dernier point. On finit avec du basketball et les playoffs. Je te laisse présenter ça, Raphaël. Bah oui, je vais vous expliquer déjà, récapituler vite fait comment ça marche en NBA. Donc la NBA, c'est le basket des États-Unis. Donc il y a déjà une saison régulière avec du coup les États-Unis qui sont séparés en deux parties, la conférence Ouest et la conférence Est. Suite à ça, il y a eu des équipes qui ont été qualifiées. Donc les 6 premiers sont qualifiés et puis après il y a un système de play-in pour inclure 2 équipes. Et Les 8 ensuite premiers. là, on est arrivé au play-off depuis à peu près un mois. Donc, il y a 16 équipes qui jouent. Elles jouent donc, le principe, c'est que chaque équipe doit gagner 4 victoires pour passer au tour prochain. Donc, ça peut aller jusqu'à 7 matchs donc, s'il y avait 4-3, un éventuel 4-3 pour passer. Donc là, il y a déjà eu le premier tour qui est presque fini. À 19h, il reste le dernier match entre les Cavs et les Magics. Donc, on peut voir qu'il y a 3-3 pour le moment au niveau des confrontations, à voir qui va passer. Mais sinon, oui, les 7 autres équipes sont déjà qualifiées. Donc, je les récapitule rapidement. Les Thunder, les Mavericks vont s'affronter. Ensuite, les Timberwolves vont affronter les Nuggets, même si ça a déjà commencé. Les Timberwolves ont réussi à gagner 1-0 la nuit dernière. Ensuite, les Celtics, Boston Celtics, qui va jouer du coup contre le gagnant des Cavaliers contre les Magics. Et enfin, les Pacers vont jouer contre les Knicks. À voir ce que ça va donner. Pour le moment, il n'y a pas d'énormes surprises. Les équipes qui étaient le plus en forme sont passées, mis à part Bucks de Milwaukee qui ont perdu contre les Pacers. On n'y attendait pas trop, même si les Bucks ont accusé les blessures de leurs meilleurs joueurs comme Damé et puis Antetokounmpo, si je ne me trompe pas. Eh bien, parfait. Merci beaucoup à toi, Raphaël, de nous avoir présenté les playoffs en NBA. J'espère que ce premier podcast vous aura plu. Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant de clôturer? Bah, déjà, à citer que Toulouse a gagné en Coupe d'Europe de rugby contre les Harlequins. Donc, Toulouse a gagné 38-26. Toulouse est qualifié pour la finale. Donc, c'est vraiment bien pour les clubs français. Dernier représentant, si je ne me trompe pas, des Français en Europe. Donc, ça, c'est plus pour l'actualité rugby. À voir, du coup, grosse semaine avec la Ligue des Champions, les deux clubs français, la Ligue des Champions et la Ligue Europa, les deux clubs français qui vont avoir un match décisif. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je laisse Arthur terminer. À moins que Lady ait quelque chose à dire, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Non, moi j'ai rien à dire, j'ai rien à rajouter. C'était très bien fait, parfait. Eh bien, merci à vous deux. On se retrouve peut-être la semaine prochaine avec les mêmes personnes ou avec d'autres. On verra pour le podcast numéro 2 sur les actualités de la semaine.